Jean-Michel Coste est chercheur associé à la chaire de recherche sur l'étude des jeux de l'Université Concordia au Québec. Marilyn Tovar est responsable du pôle innovation et expérimentation sur le jeu excessif de la CEDAP. Aujourd'hui, nous le recevons dans l'émission d'entrée de jeu où ils sont venus nous parler des pratiques de jeu de hasard et d'argent chez les 15-17 ans. Bonjour Jean-Michel Coste, bonjour Marilyn Tovar. Bienvenue dans l'émission d'entrée de jeu et sur Ludocorpus et merci d'avoir accepté notre seconde invitation puisque c'est la deuxième fois que vous venez nous parler de vos travaux de recherche et d'enquête d'enquête nationale. Alors pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter l'un et l'autre succinctement? Donc, je commence. Bonjour Maurice. Donc, je suis une sociodémographe de formation. Je travaille depuis 12 ans sur la thématique des jeux d'argent et de hasard, d'abord à l'OFDT et en partenariat ensuite avec l'Observatoire des jeux. Actuellement, je suis responsable du pôle d'innovation et d'orientation sur le jeu excessif à la CEDAP et je continue donc à réaliser des observations et des approfondissements sur les pratiques des jeux d'argent des Français avec des experts de multiples horizons et en capacité d'élaborer et mettre en œuvre tout type de projet en matière de prévention, de recherche, d'expérimentation et de formation liés aux jeux excessifs. Oui, bonjour Boris, Jean-Michel Coste, je suis socio-épidémiologiste sur les addictions et actuellement chercheur associé à la chaire de recherche sur le jeu, jeu d'argent mais aussi jeux vidéo à l'Université Concordia de Montréal. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous vous avions reçu déjà, ça fait presque un an et demi, c'était en avril 2021, et vous nous présentiez les résultats d'une enquête collective menée par la CEDAP, qui s'intitulait Énigme, sur les impacts des gains marquants chez les joueurs d'argent et de pur hasard. Alors, vous poursuivez et multipliez depuis les axes de recherche et d'études, et aujourd'hui, vous venez nous parler d'une analyse secondaire des résultats de l'étude Enjeux mineurs, qui visait à connaître d'une part les pratiques de jeu problématiques des 15-17 ans, mais aussi quels étaient leurs facteurs de risque. Alors, qu'est-ce que c'est une analyse secondaire et pourquoi on parle, quelle était l'origine de cette étude? Eh bien, écoutez, en France, en dépit des prévalences non négligeables mesurées dans une étude en 2014 par l'ODJ, donc par Jean-Michel, on avait noté que les activités de jeu d'argent des jeunes étaient encore peu documentées. Donc, il manquait des informations, des éclairages sur leur stratégie d'accès, sur leur représentation des jeux d'argent, sur leurs risques, leur motivation, leurs croyances et surtout sur les contextes et de parcours de la réalisation de ces jeux d'argent. Donc, avec l'appui de l'ANJ, le pôle innovation et expérimentation sur les jeux de la CEDAP a réalisé donc en 2021 une recherche dénommée Enjeux mineurs sur la base d'un comité de pilotage de spécialistes des mineurs et de jeux d'argent. Donc, des premiers résultats ont été divulgués en février 2022, confirmant que 34,8% des mineurs de 15 à 17 ans ont une pratique de jeu d'argent. Et comme prévu dans la première publication, la richesse de cette étude nous a permis de réaliser une analyse plus approfondie sur les facteurs de risque et du jeu problématique. Merci beaucoup Marilyn. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la méthode, quelle était la méthode employée, et puis les participants, quelles étaient les personnes qui ont participé à cette étude? Donc, ce projet s'est réalisé en 3 phases. On a eu d'abord une revue de la littérature à l'international qui faisait un état des lieux des connaissances. Ensuite, on a eu une étude qualitative sur les pratiques des plus jeunes, des 12-14 ans. Et ensuite, pour finir, une étude quantitative auprès des 15-17 ans, dans la continuité de ce qui avait été fait en 2014 par Jean-Michel Coste à l'ODJ. Et ces résultats complémentaires sont présentés aujourd'hui. Donc, cette étude quantitative avait été réalisée sur Internet et on a interrogé 5000 jeunes de 15 à 17 ans et parmi eux, on a trouvé que 1740 avaient joué à un jeu d'argent au cours de l'année précédant l'étude. Alors d'accord, je vois bien la méthode. Alors maintenant, si on rentre dans le cœur des résultats, donc on se rend compte qu'ils ont joué, mais ces jeunes qui sont mineurs, hein, rappelons-le, est-ce qu'ils ont des problèmes de jeu? Est-ce que le jeu est problématique? Et si oui, dans quelle proportion?
Alors, effectivement, donc environ un tiers des jeunes ont pratiqué au cours de l'année précédente l'enquête, au moins un jeu d'argent, pour être précis, 35%. C'est à peu près la même proportion, à savoir 35% qu'on retrouve quand on interroge les joueurs sur les difficultés qu'ils rencontrent. Donc, il y a un peu plus d'un tiers des jeunes qui jouent, qui rencontrent des problèmes plus ou moins modérés, dont une bonne partie sont classés sur l'outil utilisé, à savoir l'indice canadien du jeu excessif, comme joueurs excessifs. Donc, ça veut dire que 22% des joueurs, des jeunes joueurs, donc je rappelle l'âge, hein, c'est 15-17 ans, sont classés au regard de cet outil comme joueurs excessifs. Alors, certes, ces prévalences sont énormes, elles sont bien plus élevées que celles que l'on rencontre en population adulte. Alors, elles sont probablement surestimées de par des effets méthodologiques, notamment la constitution d'un échantillon web dont on sait qu'on amplifie les comportements les plus intenses ou plus intensifs. Mais c'est quand même une tendance forte. On a quand même une tendance forte à l'augmentation. Et ça représente quand même dans la vraie vie des dizaines de milliers de jeunes qui sont probablement en difficulté, voire en grande difficulté avec leur pratique de jeu. Alors, c'est vrai que cette étude, elle se focalise évidemment sur les proportions, les problèmes de jeu, mais aussi, je crois, sur l'environnement, c'est-à-dire les facteurs de risque. Alors, quels sont les facteurs de risque que vous avez pu identifier sur cette étude? Oui, la deuxième publication et l'analyse complémentaire portaient sur une méthodologie assez précise d'analyse multifactorielle de tous les facteurs qui pouvaient être associés à la pratique de jeux problématiques. Donc, on ne peut pas rentrer dans les détails parce que la publication est assez conséquente, mais parmi les principaux facteurs de risque, déjà, je voudrais souligner un facteur qui n'est quasiment pas présent, un petit peu à notre surprise, c'est les facteurs individuels. En fait, cette analyse montre qu'assez peu de facteurs individuels sont associés à comportement de jeu problématique. Et si je le signale, c'est qu'en soi, c'est un résultat assez intéressant qui, pour nous, en interprétation, nous semble témoigner d'une extension de la question des problèmes de jeu à tous les milieux sociaux, culturels. Ensuite, évidemment, les principaux facteurs associés au risque de jeu problématique, c'est bien évidemment les pratiques de jeu, que ça soit par l'intensité notamment des mises d'argent, mais aussi la nature du jeu joué. Ce qu'on a relevé dans l'enquête, c'est qu'une grande partie des joueurs problématiques, ce sont des joueurs des jeunes donc qui jouent à toute une palette de jeux, voire à l'ensemble de la palette de jeux qui est offert. Que ce soit des jeux traditionnels, jeux de loterie, paris sportifs, poker, mais aussi pour beaucoup d'entre eux, notamment chez les joueurs problématiques, des jeux qui ne sont pas sur l'offre régulée, notamment des paris sur des compétitions de e-sport. Bon, le fait de pratiquer en ligne est aussi un facteur de risque extrêmement important. Ensuite, il y a tout un volet de l'enquête, alors qui est plus complexe à analyser parce que l'enquête comportait un volet assez important sur le rôle des parents. Alors plus complexe parce que on se rend compte que le rôle des parents est largement impliqué dans les pratiques de jeu des mineurs. Donc ils sont au courant, ils accompagnent même ces pratiques de jeu, que ce soit lors de l'initialisation des pratiques, mais aussi dans les pratiques les plus récentes.
Donc ça, c'est un résultat assez fort, mais par contre, le rôle des parents est plus ambigu en matière de jeux problématiques. Ce que montre l'étude, c'est que en fait, l'association entre la présence des parents et l'acceptation des pratiques de leurs enfants n'est pas forcément associée au jeu problématique des jeunes. En fait, tout va dépendre de l'état relationnel entre jeunes et parents. Grosso modo, des mauvaises relations, le fait que les parents ne soient pas au courant des loisirs de leurs enfants, y compris des pratiques de jeux d'argent, le fait parents et enfants va être plutôt un facteur associé au jeu problématique et à l'inverse, une bonne relation, le fait de discuter de ces pratiques, etc., va plutôt ressortir dans l'analyse comme un facteur de protection. Alors, je le signale parce que c'est sans doute un point sur lequel on peut réfléchir dans le renforcement de nos stratégies de prévention et notamment cette question du rôle des parents. Mais Oui, on le voit, l'environnement a une influence vraiment importante sur ces pratiques de jeu. Euh, En lien avec l'environnement, et puis l'actualité du mondial du football nous invite, nous porte naturellement à nous intéresser aux paris sportifs, mais aussi à l'impact de la publicité sur ce public. Est-ce que vous avez des indices, des traces sur l'influence des messages publicitaires sur les joueurs, et sur ces joueurs mineurs en particulier? oui, oui, tout à fait. Alors, l'enquête comportait aussi un volet sur la publicité. Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est extrêmement compliqué d'analyser l'impact de la publicité parce que l'impact, voilà, c'est quelque chose qui va se produire à plus long terme et toute la question méthodologique est de pouvoir déterminer l'imputabilité. Par contre, ce qu'on peut assez facilement, c'est interroger les joueurs et après faire des analyses différenciées entre joueurs problématiques et non problématiques en termes de mémorisation des messages publicitaires ou d'imprégnation par ces derniers. Donc, c'est ce qu'a fait l'enquête et on voit par exemple que la mémorisation est plus importante chez les joueurs problématiques. Ceci dit, c'est assez compliqué parce que les supports sont très différents et on voit que les jeunes, par exemple, ou les jeunes joueurs problématiques sont surtout ont une meilleure mémorisation, notamment de tout ce qui se passe en termes publicitaires sur Internet par rapport aux supports traditionnels qui ont sans doute plus d'impact en population adulte. Ce qui est assez fort en termes d'association avec le jeu problématique, c'est plutôt de la publicité ciblée et notamment et aussi la publicité sur les réseaux sociaux avec notamment l'importance dans ces associations des messages comportant des vidéos de sportifs connus et des posts d'influenceurs. En tous les cas, ce qui est très net, c'est que l'influence de la publicité est plus marquée dans la population des joueurs problématiques et que il s'agit essentiellement de la publicité passant par le numérique et les réseaux sociaux. Et justement, en matière de messages, il y a aussi les messages dits de jeux responsables qui sont diffusés par les opérateurs notamment. Et est-ce qu'on a des idées sur l'impact bénéfique sur les pratiques de jeu? Alors, bon, il y a les mêmes difficultés méthodologiques quand on veut déterminer les impacts, mais pour cela, pour répondre à cette question, en fait, il faut plus, élargir sans doute au-delà de notre étude, parce
que notre étude ne permet pas de répondre directement à cette question, mais sur la littérature scientifique, sur cette question-là, l'efficacité des mesures, entre guillemets, de jeu responsable ou de prévention du jeu problématique. Et ce que montre, ou sur d'autres domaines d'ailleurs d'addiction que celui des jeux d'argent, notamment alcool et tabac, et ce que nous montre cette littérature scientifique, là, avec un corpus assez conséquent de travaux, c'est que ces messages dits responsables, alors dans le cas du jeu responsable, au mieux n'a aucun effet, au pire peut avoir un effet contre-productif. Donc, on le sait bien, c'est un leurre et une bonne conscience. La seule stratégie, en tous les cas, ça c'est une opinion plus personnelle, de jeu responsable acceptable de la part d'un opérateur et pouvant viser à mes yeux une certaine efficacité, c'est la réduction du risque intrinsèque au jeu, c'est-à-dire mettre sur le marché une offre de jeu qui soit la moins risquée possible. Alors, dernière question pour un petit peu ouvrir cette interview et puis savoir de quelle façon votre enquête pourrait faire office de recommandation. Est-ce qu'il y a des enseignements qui pourraient être formulés pour les pouvoirs publics, justement pour les opérateurs et pour les joueurs, grâce à cette étude? Oui, évidemment, puisque au cœur de l'étude, il y avait la question qui est centrale par rapport aux politiques publiques, puisqu'elle est inscrite dans la loi depuis 2010 et que c'est un axe fort des stratégies de prévention du jeu responsable en France, c'est l'interdiction de l'offre de jeux aux mineurs. Donc là, clairement, nos résultats montrent que cette interdiction ne devrait pas être considérée comme une fin en soi et que elle est loin d'être suffisante pour prévenir les problèmes de jeu chez de toute façon, elle est très facilement contournée. Évidemment, des progrès pourraient être faits pour qu'elle soit plus effective et il faut continuer à travailler dans ce sens-là, mais quelles que soient les mesures qu'on prenne pour la rendre plus effective, de toute façon, on le voit bien, et notamment dans le monde de l'Internet, que pour les jeunes, c'est quand même très facile de contourner ces barrières. Donc, plutôt que de rester accroché à cette ligne Maginot, pensant qu'on va protéger nos jeunes avec une simple interdiction, il faut penser à ce qui se passe après le contournement de cette ligne Maginot, c'est-à-dire à la prévention. Je pense qu'il faut donner autant d'importance qu'on a donné à cette interdiction de l'offre de jeux mineurs, en développement de la réduction dans un esprit de réduction des risques et des dommages, aussi bien auprès des jeunes, mais aussi, et ce que montre l'enquête aussi, c'est qu'il y a peut-être d'autres vecteurs de prévention, d'autres populations cibles, notamment les parents. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire par rapport à la réduction et à l'éducation sur les risques des jeux auprès des parents. Évidemment, et aussi auprès des copains, des pairs. Par exemple, je ne l'ai pas signalé, mais un des facteurs de risque importants et un des marqueurs forts du glissement vers un jeu problématique est l'emprunt auprès des amis, l'emprunt d'argent auprès des amis pour financer ces activités de jeu. Donc voilà, en termes de prévention, évidemment, ça ne peut marcher aussi une bonne prévention que si on arrive un peu à engager un processus, comme ça s'est fait sur d'autres addictions, de dénormalisation du jeu. Et quand on parle de dénormalisation du jeu, en termes de recommandations, on est sur ce qui est peut-être un tabou dans la politique française sur les jeux d'argent, c'est-à-dire la publicité. Pour l'instant, c'est comme le seul domaine de l'addiction où la publicité est globalement autorisée.
On aura beau faire tous les efforts qu'on veut pour essayer de rendre la publicité plus vertueuse. De toute façon, la publicité, c'est fait pour voilà, normaliser un comportement et augmenter un chiffre d'affaires. Donc, si on veut vraiment bâtir une vraie politique de prévention du jeu problématique, la première pierre de l'édifice indispensable, incontournable, c'est de s'attaquer à une réglementation beaucoup plus sévère de la publicité sur ces jeux. Eh bien, écoutez, en termes de prévention, comme disait Jean-Michel, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de santé publique concernant les populations qui jouent, dont les parents avec les mineurs. Donc, il y a un travail à faire en collaboration entre les parents et leurs jeunes joueurs, et aussi à sensibiliser les parents sur cette initiation au jeu qui est souvent réalisée à la maison. Donc, il y a un travail à faire là, il y a une bonne partie en termes de prévention qui est à mettre en place auprès de ces jeunes qui jouent et qui ont accès au jeu de façon très facile. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup pour ces éléments de pédagogie, d'explication sur l'étude. Évidemment, on renvoie sur les résultats disponibles sur notre site Ludocorpus et sur le site de la CEDAP. Et puis, bah, écoutez, à très bientôt pour poursuivre ce travail d'explication, de suivi, de pédagogie sur ces enquêtes qui sont de haute valeur scientifique et puis aussi pédagogique. Et je vous dis à très bientôt sur l'entrée de jeu et sur Ludocorpus. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Pour celles et ceux qui nous regardaient depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur Ludocorpus.